L'Amérique a vendu à la Chine les puces d'IA les plus puissantes au monde pour une part des bénéfices. Ce n'est pas un complot, c'est une politique officielle. Après avoir longtemps menacé de paralyser l'industrie de l'IA en Chine, Washington a finalement autorisé la vente directe des puces Nvidia à Pékin. Pas d'espionnage ni de cyberattaque, juste un lobbyiste et un contrat à peine signé. En un geste, la technologie la plus stratégique du XXIe siècle est revenue au principal rival de l'Amérique. La guerre froide de l'IA n'a jamais visé à stopper la Chine, mais à déterminer qui allait toucher l'argent. Chapitre 1. Le revirement de Pékin. Le communiqué de presse annonçant l'accord H200 en décembre 2025 ressemble à de la paperasse commerciale ordinaire à première vue. Relisez-le. Quelque chose paraît soudain différent. Au sein de cette simple note d'une page se cache l'un des plus grands revirements politiques de l'histoire de la technologie américaine. Le genre de changement qui, normalement, s'étalerait sur plusieurs mois. Au lieu de cela, il est arrivé presque de nulle part. Le gouvernement américain prendrait désormais une part sur chaque puce Nvidia H200 expédiée à travers le Pacifique. Un quart de chaque dollar. La H200, ce n'est pas quelque chose que vous trouveriez dans un PC de jeu. C'est différent. Ce matériel est conçu uniquement pour entraîner à grande échelle des systèmes d'IA avancés. Il traite tant de données brutes qu'il ressemble plus à une petite usine à intelligence qu'à une simple puce. En empilant des milliers d'unités, on obtient un cluster de calcul industriel capable d'entraîner des modèles d'IA avancés en semaines, au lieu d'années. Selon les contrôles à l'exportation américains, ce type de système n'était jamais censé se retrouver dans des endroits comme la Chine. Du moins, c'était la règle. Mais avant d'aller plus loin, imaginez ceci. Vous êtes en ligne chaque jour. Vous consultez vos emails, ouvrez des applications, faites des recherches, regardez des vidéos en streaming, parfois en déplacement. Pour vous, c'est tout à fait normal. Mais en coulisses, votre fournisseur d'accès, les annonceurs, les administrateurs réseau et parfois les gouvernements peuvent établir un portrait très précis de vos activités en ligne. Aucun VPN ne protège entièrement. Restez vigilant en ligne, évitez les liens suspects et ne partagez pas vos infos personnelles avec des emails douteux. Et surtout, ne faites jamais confiance au soi-disant prince du Nigeria. Mais un bon VPN est une couche importante de confidentialité, car la vie privée ne devrait pas être quelque chose à laquelle on pense seulement après qu'un problème survient. Elle devrait être la norme. C'est précisément pour cela que ProtonVPN a été créé. Il protège la confidentialité de votre navigation partout. Chez vous, en voyage, ou pour éviter le suivi en ligne, leur politique de non-conservation des logs a été vérifiée par des auditeurs indépendants. Proton est soutenu par une fondation axée sur la confidentialité, la transparence et les droits des utilisateurs. ProtonVPN est aussi open source, rendant son code public pour inspection. Proton permet aux gens de vérifier leurs actions, sans se limiter à demander leur confiance. De plus, confidentialité ne signifie pas forcément lenteur. ProtonVPN propose des connexions rapides avec VPN Accelerator et NetShield, bloquant pubs malveillantes et trackers pour une meilleure expérience et plus de liberté en ligne. Connectez-vous via des serveurs mondiaux pour un accès sécurisé au contenu lors de vos déplacements. Profitez du streaming, des jeux, du P2P, tout en protégeant votre vie privée en ligne. Que vous souhaitiez empêcher le suivi des annonceurs, protéger votre navigation de votre fournisseur d'accès ou reprendre le contrôle de votre vie en ligne, ProtonVPN simplifie la confidentialité. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur ProtonVPN comme The Infographic Show pour obtenir jusqu'à 70% de réduction lorsque vous souscrivez au forfait 2 ans de ProtonVPN. En 2023, le Bureau de l'industrie et de la sécurité a tracé une ligne ferme. Ce sont eux qui décident quelle technologie peut franchir quelles frontières. L'inquiétude était simple. Les laboratoires d'IA chinois avancèrent dans la course à l'armement, tandis que Washington tentait de freiner cela en limitant la puissance de calcul exportable. Le problème, les meilleures puces étaient déjà bien au-delà de ces limites. Alors des entreprises comme Nvidia ont fait ce que font les entreprises. Elles se sont adaptées. Ils ont créé une version dégradée pour passer juste en dessous du seuil réglementaire, maintenant le marché ouvert. Mais cette solution n'a pas duré. Washington a remplacé l'interdiction par un système de dérogation annuelle avec des approbations individuelles. En pratique, le gouvernement lui-même déciderait au cas par cas qui, en Chine, serait autorisé à acheter les puces avancées. La presse a appelé cela la revue des puces chinoises. La vraie histoire, c'est la liste des qualifiés. Les acheteurs approuvés n'étaient pas de petites startups ou des entreprises commerçantes à faible risque, mais incluaient Alibaba, ByteDance et Tencent.
Des instituts de recherche liés à l'APL et des fournisseurs de cloud soutenus par l'État étaient également associés à l'infrastructure de défense chinoise. Les organisations que la politique américaine avait voulu priver de puissance de calcul durant 2 administrations étaient soudainement éligibles à l'achat. Après exportation, le matériel n'est plus soumis aux règles. La puissance de calcul échappe à la surveillance, et un centre de données ne dévoile pas ses entraînements. Les États-Unis percevaient désormais des revenus provenant de la vente de matériel qu'ils avaient publiquement qualifié de menace pour la sécurité nationale quelques années auparavant. Ce qui est le plus révélateur, c'est la façon dont les personnes qui avaient mis en place le blocus initial ont découvert qu'il avait changé. Selon des reportages, beaucoup l'ont appris comme le public via les agences de presse. Pékin n'est pas resté inactif non plus. Les autorités chinoises ont exigé que les entreprises publiques privilégient les puces Huawei plutôt que d'américaines. Mais Alibaba, ByteDance et Tencent ont adopté rapidement les H2Sense, commandant des centaines de milliers d'unités. Alors, comment cette décision est-elle passée de l'impensable à l'opérationnel sans un seul vote du Congrès? Il suffit de suivre la piste de l'argent. Chapitre 2. Le lien. En août 2025, un accord était déjà en train de se former entre Nvidia, AMD et le pouvoir exécutif. En échange de licences d'exportation, les fabricants de puces ont accepté de reverser 15% de leurs revenus provenant des puces vendues en Chine au gouvernement américain. Ce n'était ni une taxe, ni un tarif douanier. C'était quelque chose de véritablement nouveau dans l'histoire du commerce américain. Un partage volontaire des revenus négociés directement entre des entreprises privées et l'exécutif, le tout lié à l'approbation des exportations, un accès en échange d'une part. Pour Nvidia, les chiffres sont stupéfiants. Les revenus chinois provenant du H200 à eux seuls se chiffrent en dizaines de milliards. La part de 15%, plus d'autres engagements, s'élève à 12 milliards de dollars. C'est dans le même ordre de grandeur que l'économie annuelle entière de pays comme Madagascar ou les Bahamas. Et rien de tout cela n'est passé par les circuits et politiques habituels. Cela a surtout créé un précédent. Les contrôles à l'exportation sont devenus des conditions tarifaires ajustables, négociables et échangeables contre des revenus, plutôt que des règles strictes. L'accord de décembre est allé encore plus loin. Avec les puces plus puissantes, la surtaxe serait montée à 25%. Le modèle de tarification est devenu évident. Payer plus, expédier du matériel plus sensible. Les petites lignes ajoutaient un plafond de 50%. Les expéditions vers la Chine sont limitées à la moitié des ventes aux États-Unis, et l'accord court jusqu'en décembre 2026. Après cela, il sera renégocié ou prolongé, mais d'ici là, le précédent aura déjà été établi. Un gouvernement qui se finance en partie grâce aux exportations d'une entreprise a un intérêt financier à ce que ces exportations se poursuivent, et une fois que cela se produit, la structure des incitations change. Les blocus ne dissuadent plus, mais deviennent des points de contrôle, générant des revenus. Ce que l'on présentait comme une politique intelligente s'apparente en réalité à un système de raquettes. Pour réussir, Nvidia avait besoin de plus que des présentations et une équipe institutionnelle. Elle avait besoin de personne pour réécrire les règles de l'intérieur de l'organisation. En 2025, elle les a trouvées. Chapitre 3. Les gardiens. Nvidia, pendant la majeure partie de son existence en tant qu'entreprise, était presque une réflexion secondaire à Washington. En 2024, ses déclarations de lobbying fédéral atteignaient environ 640 000 $, une somme négligeable pour une entreprise valorisée à plus de 3 000 milliards. Des entreprises pharmaceutiques 10 fois plus petites dépensaient régulièrement 10 fois plus que cela. En 2025, quelque chose a changé. Les dépenses de lobbying de Nvidia ont atteint 4,95 millions de $, soit plus de 600% d'augmentation en un an. L'objectif n'était pas la fiscalité ou l'antitrust. Le Bureau de l'industrie et de la sécurité et les règles d'exportation déterminaient quels destinataires chinois pouvaient recevoir des semi-conducteurs américains. Brownstein, Hyatt, Farber-Schreck, cabinet de lobbying de Denver, a réalisé un recrutement clé alors qu'il s'implantait à Washington. Ils ont créé une équipe dédiée pour le compte de Nvidia dirigée par Ed Royce. Royce n'est pas une figure périphérique. Il a été président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, un lieu clé pour la politique américaine sur la technologie et les États rivaux, ce qui lui a permis de comprendre concrètement les contrôles à l'exportation. Il comprenait comment ces mesures sont réellement mises en œuvre, qui rédige les textes avant qu'ils ne deviennent des politiques, quels bureaux orientent discrètement les décisions, et où se trouvent les véritables points de pression. C'est le genre d'expérience qui transforme la réglementation en quelque chose avec lequel on peut travailler, pas seulement quelque chose qu'on lit. Mais les entreprises embauchent tout le temps d'anciens responsables. Le nombre de lobbyistes croît chaque année. Mais le timing explique pourquoi cette fois c'est différent. L'embauche de Brownstein, la progression du lobbying et les changements de politique se sont produits en quelques mois, pas sur plusieurs années.
Les catégories d'exportation qui avaient été fermées en mai 2025 sont devenues floues en août, puis étaient pratiquement ouvertes en décembre. Il existe une version de l'histoire où cela pourrait être une coïncidence, mais ce n'est plus ainsi qu'on le perçoit, car les faits montrent quelque chose de trop ciblé pour être ignoré. Une pression ciblée sur des règles précises, les leviers qui ont fini par bouger. Ce qu'ils ont offert était plus précieux que des réunions. Un accès direct aux salles où les dérogations de licence étaient décidées. Une fois que l'équipe politique de Nvidia a eu cet accès, la suite du processus s'est déroulée presque toute seule. Chapitre 4. Le tableau de fidélité des entreprises. Selon Axios, un système de notation existe au sein de l'aile ouest, un système qui suit les entreprises américaines. Il couvre 553 entreprises et associations professionnelles, notées selon leurs efforts pour soutenir le projet de loi phare de l'administration, le One Big Beautiful Bill. Les entreprises corrélées sont classées en soutien fort, modéré ou faible selon leur publication, communiqués, publicité, témoignages vidéo et participation aux événements de la Maison-Blanche. Des hauts responsables ont indiqué aux journalistes que le document s'adapte à de nouvelles priorités. Selon le personnel, ceux ayant de bons résultats auraient un traitement accéléré. D'après tout ce qui est visible de l'extérieur, le score de Nvidia est exceptionnel. Leur engagement national distinct de 15 milliards de dollars a coché toutes les cases de chaque indicateur que le système semble suivre. L'entreprise a annoncé des centres de données dans des états clés, offert à ses dirigeants une grande visibilité lors des événements officiels et lié ses partenariats d'approvisionnement à la construction de Stargate. Les fils conducteurs passent par le bureau du chef de cabinet. Suzy Wiles, qui a dirigé la campagne de 2024 avant de prendre ce poste, est arrivée à la Maison-Blanche après une longue carrière dans le conseil politique et le lobbying. Ce parcours a influencé la manière dont certains, au sein du système, décrivent la configuration actuelle. Une aile ouest, où les cadres supérieurs savent comment les intérêts des entreprises et les enjeux de politique publique circulent dans le processus décisionnel fédéral. Pour Nvidia, l'avantage ne repose pas sur une seule approbation ou décision. Il se forme en arrière-plan par la manière dont les demandes sont classées avant examen. Avec le temps, cette classification influence la fluidité des demandes dans le système. Un concurrent qui se présente au guichet des licences, avec un dossier technique plus solide, mais une note plus faible sur ce tableau d'évaluation, ne perd pas parce que son argument est erroné. Ils perdent, car le tableau d'évaluation a déjà trié la file d'attente. Ceux qui connaissent le processus l'expliquent simplement. Au moment du débat, la décision est souvent déjà cadrée. Chapitre 5. Le canal vert. Nvidia ne fait pas que diriger le marché des puces d'IA, elle le domine. Dans le secteur commercial, pour l'entraînement et l'exploitation de systèmes d'IA avancés, Nvidia contrôle environ 94% du marché, AMD détient 5%, et Intel prend la majeure partie du reste. Quand les autorisations d'exportation sont décidées au cas par cas, le système ne choisit pas entre des options équivalentes. Cela compte. Parce que l'IA moderne ne concerne pas seulement le matériel, mais aussi ce sur quoi le matériel fonctionne. La demande des clients porte massivement sur les puces Nvidia. C'est autour de cela que les laboratoires chinois ont construit leurs piles logicielles. Changer de matériel, ce n'est pas simplement changer de marque. C'est comme devoir reconstruire toute votre infrastructure alors que le système fonctionne. Ainsi, même si plusieurs fournisseurs existent, en pratique, la demande converge vers un seul. Nvidia n'avait pas besoin d'une politique claire lui accordant un traitement préférentiel. Sa domination sur le marché, combinée à la manière dont ses logiciels sont profondément intégrés dans l'industrie, signifiait que toute voie d'exportation pour des puces avancées passerait presque automatiquement par elle. Avec l'introduction d'un système de partage des revenus, il n'a pas été nécessaire de désigner les gagnants, le marché ayant déjà défini cette direction. Sur le papier, l'accord semblait neutre, quelque chose auquel n'importe quel fournisseur pouvait en théorie participer. En réalité, seule une option comptait, les autres restant à l'écart et observant les conditions. La structure s'auto-alimente par effet boule de neige. Chaque puce expédiée accroît la présence des produits Nvidia dans les centres de données chinois et génère des revenus, dont une part revient au Trésor américain, soutenant l'argument pour poursuivre les expéditions. Mais le règlement officiel repose toujours sur des critères techniques inscrits dans la loi. Alors, comment pouvez-vous légalement expédier une puce qui, selon les limites explicites fixées en 2023, devrait être interdite ? Chapitre 6. La fabrique de failles. C'est là que le système devient astucieux et que les détails techniques commencent à compter. Au bureau de l'industrie et de la sécurité, les règles évoluent non seulement par des changements de politique, mais aussi via des questions techniques et des notes d'orientation. Ce sont des documents qui expliquent l'application concrète des règles. Pas d'audience ni de vote, seulement des clarifications sur leur fonctionnement.
La politique s'ajuste en temps réel, sans jamais sembler changer. Avec le temps, ces ajustements vont souvent dans la même direction. Alors que des réunions de haut niveau entre Nvidia et des responsables américains ont lieu, de nouvelles directives continuent d'affiner ce qui est considéré comme acceptable dans le cadre des limites d'exportation. Chaque mise à jour, prise individuellement, sans le mineur, mais ensemble, elles ne font pas qu'interpréter les règles, elles déplacent la limite juste assez pour que les puces continuent de passer. Rien de tout cela n'est illégal. Pour l'essentiel, le système fonctionne comme prévu. Le département du commerce des États-Unis interprète ses propres règles d'exportation. Cette interprétation se fait en permanence à travers des mises à jour techniques et des directives. Le problème, c'est l'effet combiné de dizaines de petites clarifications quand on prend du recul. Mises bout à bout, elles finissent par changer ce que sont réellement les règles dans la pratique. Une limite fixe devient un seuil négocié. Les spécifications techniques, censées être objectives, reflètent désormais les avis de l'industrie qu'elles régulent. Quand une entreprise influence l'interprétation des règles sur ses exportations, elle ne se contente plus d'être régulée, elle participe à façonner son propre règlement. La mémoire de la puce H200 de Nvidia représente bien plus qu'une caractéristique technique. Lors de l'entraînement de modèles avancés, cela distingue un système capable de maintenir un modèle linguistique de premier plan en contexte actif d'un autre qui ne le peut pas. C'est aussi la frontière entre un chatbot et un moteur de cyberguerre. En concevant des puces à la limite même des règles, Nvidia est désormais en train d'écrire la version opérationnelle de la politique américaine d'exportation en temps réel. Chapitre 7, le département d'État de l'ombre. L'agenda 2025 de Jensen Huang a tout d'un cas d'école de diplomatie parallèle. Le PDG de Nvidia a tenu des réunions internationales de haut niveau à Taïwan, au Japon, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite et au Royaume-Uni. À chaque étape, il a annoncé des engagements et des accords de développement à une échelle autrefois réservée aux représentants du commerce ou aux ministres. Dans plusieurs cas, les accords annoncés par le PDG ont fixé l'ordre du jour des discussions entre nations qui ont suivi, plutôt que l'inverse. Les accords sur la puissance de calcul dans le Golfe illustrent cela clairement. L'initiative souveraine d'IA annoncée par l'Arabie Saoudite, basée sur le matériel Nvidia, a influencé les réunions de politique étrangère américaine avec le Royaume. Nvidia a élaboré la politique et le département d'État s'y est adapté. Le même schéma s'est reproduit à Abu Dhabi. Les partenariats avec G42 et les engagements sur les puces ont été conclus avant la mise en place du cadre officiel américain pour la coopération en IA avec les Émirats Arabes Unis, ce qui ne correspond pas au fonctionnement attendu de la politique étrangère. Le département d'État coordonne la gestion des technologies stratégiques et leur transfert à l'étranger par les États-Unis. Aujourd'hui, une entreprise peut d'abord annoncer des engagements commerciaux, obligeant le gouvernement à adapter sa politique après coup. Et ce qui en résulte, c'est une forme inhabituelle de souveraineté. Nvidia n'est pas un État au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas d'armée ni de trésor public, mais elle se trouve à l'endroit où la capacité de l'IA est réellement déterminée, à travers les puces qui définissent ce que les systèmes peuvent ou ne peuvent pas faire. Et elle dispose d'un accès politique suffisant pour s'assurer que ses choix commerciaux ne se contentent pas de fonctionner dans le cadre de la politique, mais qu'ils la façonnent activement. Et cela, c'est une relation différente de la simple régulation. Cela ressemble de moins en moins à une entreprise suivant les règles et de plus en plus à une qui participe à leur création. Il ne s'agit pas de remplacer l'État, mais dans des domaines clés, de fixer les conditions auxquelles l'État réagit ensuite. Chapitre 8. Le jugement. Les premiers H200 sous la nouvelle dérogation commencent à arriver dans les centres de données chinois, avec des commandes signalées atteignant déjà des centaines de milliers d'unités. Les phases d'entraînement suivront. Les modèles qui en sortiront seront finalement appliqués à des cas d'utilisation, allant des chatbots commerciaux au système de ciblage militaire. Une fois livrés, la puissance de calcul dépend de l'usage décidé par l'opérateur. Cela devient difficile à inverser car ce n'est plus seulement politique, mais aussi une question de revenus. Quand les revenus alimentent la planification fédérale, il devient impossible de tout arrêter soudainement. Les prévisions budgétaires fédérales en tiennent compte. Les programmes de développement nationaux, financés en partie par ces revenus, ont des groupes d'intérêt pour les défendre. La machine bureaucratique du gouvernement américain, en fait, prit un intérêt financier dans la poursuite des exportations du matériel même qu'elle considérait autrefois comme un bien soumis à contrôle. Annuler cet accord exigerait une décision politique et la suppression de revenus déjà prévus par les agences. Quand Nvidia revoit ses prévisions à la hausse, la part du gouvernement augmente aussi, renforçant l'argument politique pour élargir la dérogation. La privatisation de la politique étrangère cesse d'être une métaphore et devient une relation de bilan comptable.
Si une entreprise montre que des exemptions à la politique de sécurité nationale s'achètent à prix fixe, le précédent devient permanent. Ce qui se profile ici ressemble moins à un accord ponctuel qu'à un modèle pour transformer la pression réglementaire en une part négociée des revenus. Et d'autres secteurs observent déjà la situation de près. Pharma, satellite, biotechnologie avancée, des secteurs où un produit est à la fois commercial et stratégique. Pendant des décennies, la règle était que certaines technologies restaient hors des marchés ouverts. Cette règle n'a pas été réécrite, elle a simplement cessé d'être appliquée de la même manière. Nvidia n'est qu'un acteur dans la course à l'IA, et personne ne veut être celui qui ralentit le mouvement. Une course aux armements n'est efficace que si elle dure. Actuellement, les dépenses semblent surtout exercer une pression sur le système. Quand cela cède, tout le monde en subit les conséquences. Pour découvrir la suite, regardez, un rythme de dépenses de 115 milliards de dollars. La bulle de l'IA vient d'éclater. Ou regardez cette vidéo.